Le retour pour les déportés va se dérouler sur plusieurs mois. Comment trier puis transporter à travers l'Europe toute cette population? Dans la zone russe, les déportés vont errer pendant des semaines dans des directions incertaines. Les derniers ne rentreront qu'en novembre 1945. Très vite, on établit un ordre de priorité. D'abord les prisonniers de guerre, puis les résistants et les internés politiques. Enfin les droits communs et les déportés pour motifs raciaux. À Bergen-Belsen, il n'y a que 2 trains pour 45 000 hommes et femmes. Leur retour s'effectue dans des conditions ahurissantes. Voyageant dans des wagons à bestiaux, mais comme l'écrira plus tard une des rescapées, les portes cette fois n'étaient pas plombées. Dans le même temps, les prisonniers de guerre sont rapatriés par avion. Dans une pagaille indescriptible, des avions partent avec seulement 2 personnes à bord, tandis que des déportés attendront dans des gares de triage pendant des mois. 3 mois, c'est long. Hein. Je suis resté, oui, février, mars, avril, à Cracovie, parce qu'il n'y avait pas de rapatriement. Et quand je suis arrivé, on m'a demandé ma nationalité, on m'a demandé mon nom, j'ai donc tout indiqué. Normalement, on m'a dit « Ah, vous n'êtes pas français, vous n'avez pas le droit à ce pécule-là. » Et le français, oui. Et tout de suite, c'était pas facile. C'est la gare d'Orsay qui va servir de lieu de rassemblement pour tous ceux qui rentrent de captivité. Tandis que les prisonniers de guerre sont acclamés dans la capitale, les quelques juifs rescapés qui retrouvent la France, moins de 2000 sur 80 000, sont priés de garder pour eux leur description abominable. L'horreur de l'extermination ne semble pas encore effleurer les consciences. C'est à l'hôtel Lutetia qu'ils échangeront leurs costumes de bagnards contre des vêtements civils. On nous traite comme des bébés, on nous lave, on nous pèse, raconteront les rescapés que l'on asperge de DDT. Quand on est sorti de la gare, on était accueillis par une double haie de braves gens qui avaient des photos à la main et qui voulaient savoir si on avait connu un enfant, un parent, un grand-père. On nous montrait des photos de jeunes gens qui allaient se marier, habillés très joliment habillés, avec une jeune fille qui tenait des fleurs à la main, une jeune femme. On nous montrait des photos d'enfants. Comment voulez-vous identifier sur ces photos les squelettes vivants qu'on a vus autour de nous à Auschwitz? C'était vraiment impossible. Par ailleurs, comme nous avons vu beaucoup d'autres mourir les uns après les autres, est-ce qu'on pouvait donner de l'espoir? Et est-ce qu'on pouvait leur enlever de l'espoir? Nous étions vraiment dans une situation très difficile quand on a dû traverser cette double haie de gens qui nous attendaient, ou alors pour ceux qui sont allés à l'hôtel Lutetia, ceux qui venaient régulièrement à l'hôtel Lutetia, également avec des photos. Est-ce que vous avez connu, est-ce que vous avez connu, etc. C'était il était difficile pour nous de dire aux gens cessez d'espérer, ils ne reviendront jamais. D'abord parce que quelques-uns quand même ont survécu d'une part, et deuxièmement comment prendre sur nous le droit d'enlever un espoir à quelqu'un, et comment expliquer en une phrase pourquoi cet espoir n'a aucune réalité. Charlotte Shapira n'a pas tout à fait 15 ans lorsqu'elle est déportée le 1er août 1944, 3 semaines avant la libération de Paris. C'était terrible. C'était terrible. Tous ces gens en larmes qui posaient des questions. Est-ce que vous avez connu tel et tel? Est-ce que vous avez connu ma mère? Est-ce que vous avez connu... Et qui donnaient des noms, qui montraient des photos. On passait, on avait honte, je dirais presque honte d'être encore vivant, que nous soyons là. Qu'est-ce que vous vouliez qu'on leur dise? Qu'est-ce que vous vouliez? Nous n'étions pas comme ces gens, quand on est arrivé à Auschwitz, qui nous ont dit non. Vous voyez, les chambres à gaz, vous voyez? Non, on ne pouvait pas le dire. D'abord, je crois que si on l'avait dit, on nous aurait dit, elles sont dingues, elles sont devenues complètement folles. Vous ne pouvez rien dire. Des parents de camarades, d'amis d'avant-guerre, que j'avais vu mourir dans les camps, je n'ai pas été les voir. Je n'ai jamais été les voir. Je ne pouvais pas aller les voir. On ne peut pas les raconter. Il y avait des parents qui étaient là, qui attendaient un fils. Très difficile. Ce qui s'est passé après, pour faire comprendre la difficulté qu'il y avait pour nous de raconter ce qu'était Auschwitz, ce n'était pas la difficulté de trouver des mots. Il y a des gens qui savent faire des phrases, jongler avec des mots, écrire. Mais est-ce que celui qui vous écoute, celui ou celle qui vous écoute, comprend le sens de ces mots? Nous-mêmes qui avons mis
tant de temps à réaliser qu'il y avait des chambres à gaz et des fours crématoires sous nos yeux. Ceux qui ne les ont pas vus, qui n'ont pas senti cela, ils entendaient pour la première fois des termes extermination, des femmes et des enfants tués par les gaz, des corps qu'on mettait dans des crématoires pour les brûler. Mais il y avait quelque chose de tellement affolant, de tellement démoniaque dans cette description que les gens parfois devaient nous regarder, je suppose, hein, parce que je fais de rétrospective, ils devaient nous regarder comme des gens descendus d'une autre planète et qui n'étaient pas tout à fait normaux, qui racontaient des choses impossibles. Les gens ne voulaient pas entendre, ne voulaient pas savoir. Pour eux, nous n'étions pas des... Quand on parlait, quand on disait quelque chose, nous n'étions pas des gens normaux. Je pense que ce mythe du silence Simone Veil dit on ne nous a pas entendus, je dirais qu'on ne nous a pas compris. Parce que même quand on essayait de raconter avec la pudeur que pour ne pas encore accroître le malaise de celui qui nous écoute, on ne pouvait pas leur faire comprendre. Aller essayer d'expliquer ce que signifie 24 heures simplement de la vie d'un déporté dans un camp. Les appels de 2 heures, sans manger, dans le froid, le départ au travail, et le retour avec les corps des camarades tués qu'on doit porter nous-mêmes, la faim qui est toujours présente. Je ne dirais pas seulement la faim, l'insomnie, mais surtout la mort. Nous, on n'était pas réduits au silence, mais il n'y avait pas qui... dans les grandes instances, il n'y avait pas qui parle.